Bonjour à toutes et tous, top départ, voilà une nouvelle interview, nous sommes le jeudi 25 juin, il est 17h30 et aujourd'hui nous allons parler de slam, justement des mots, des textes, car je reçois Eureka. Pendant 14 ans, notre invité a été journaliste radio et ce n'était pourtant pas une vocation. La vie nous fait vivre certaines épreuves et c'est suite à l'une d'entre elles que notre invité va décider de changer de vie radicalement. Il devient Eureka, auteur et interprète de slam. Oui, c'est un artiste entrepreneur que nous recevons aujourd'hui et qui a signé un premier album en 2016, autoproduit et intitulé Le meilleur pour la fin. Merci déjà à celles et ceux qui sont présents. En tous les cas, nous avons Eureka, ça y est, qui est connecté. C'est que le live commence. Salut Hakim, salut Kev. Et voilà, Eureka. Bonjour, Comment ça va? très bien et toi? Ça va super bien. J'ai fait une petite introduction justement pour donner un peu voilà, la direction que nous allions prendre en recevant un artiste singulier, une personne qui a su se renouveler, se réinventer. Et j'aimerais te dire merci déjà que d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci à toi, tu sais que c'est mon premier live sur Insta, donc tu pourras dire que c'était avec toi que je l'ai fait. D'accord, ok, tout va bien. Bon, c'est parfait. Comme quoi, il y a un début à tout et ça fait du bien. Absolument. Merci à toi. Il y a Simon qui nous a rejoint également. Eh bien, j'ai envie de te demander justement pour commencer, comment s'est passé ton confinement? Le confinement s'est bien passé. Moi, j'ai eu une espèce de principe dans la vie. J'essaye de me dire que toutes les épreuves qu'on peut traverser, ce sont à la fois des épreuves, mais aussi des opportunités. Et lorsque le confinement a commencé, ça a été, comme pour beaucoup d'artistes, un vrai coup dur parce que j'ai eu beaucoup d'annulations de concerts, beaucoup d'annulations aussi d'ateliers que je fais dans des collèges ou dans des lycées, d'ateliers d'écriture de slam. Et je me suis dit, il faut absolument que quand je ressortirai de ce confinement, je ne sais pas comment, mais il faut absolument que je puisse me dire ça a été un bienfait. Et en fait, j'ai profité de ce confinement pour me dire qu'est-ce que je peux faire que d'habitude je n'ai pas le temps de faire parce que je suis dans le rush. Et en fait, j'en ai profité pour faire toutes les petites choses qui m'encombraient, tout ce qu'il y avait sur une to-do list de 4 km de long qui était au-dessus de mon bureau. Et donc, je ne te cache pas que je suis sorti de ce confinement en disant merci parce que ça devenait pour beaucoup de choses à la fois urgent et ennuyeux. Donc voilà, c'était plutôt une bonne chose. En tout cas, j'ai essayé de le transformer pour en faire une bonne chose. Je suis assez curieux. Est-ce que tu as passé ton confinement seul ou est-ce que tu as pu rejoindre peut-être tes proches, ta famille? Je vis avec ma fiancée. Figure-toi qu'on devait se marier le 2 mai pendant le confinement. Et donc, Mon finalement, on Dieu. se marie dans un mois. Donc ça a été une préparation supplémentaire au mariage d'être confiné comme ça à deux. Et c'était une bonne préparation. C'est très bien. On dira que c'est une belle épreuve de vie supplémentaire pour être sûr, voilà, de ce choix qui, je n'en doute pas, est le bon choix. Mes amitiés à madame, tout simplement. Merci. Alors, du coup, mon cher Eureka, tu es de Lyon, je crois, si j'ai bien regardé. Est-ce que tu as Exactement. grandi du côté de Lyon ou est-ce que tu as juste été en transit à Lyon? Tu ne trouveras pas plus lyonnais que moi puisque j'habite depuis 36 ans, j'ai l'âge que j'ai, dans le même quartier à Lyon 5e. D'accord, Lyon 5e. Et quand tu grandis à Lyon, justement, est-ce que tu as des frères et sœurs ou est-ce que tu es enfant unique? J'ai une grande sœur. Super. Donc la sœur, c'est l'aîné. Toi, donc, tu as suivi. Et enfant, tu es plutôt timide, leader, quelqu'un qui, voilà, qui joue la comédie, qui aime le spectacle, ou au contraire, qui est réservé, qui observe, mais qui intègre les choses. Alors, je suis rêveur quand je suis petit. C'est la phrase que j'entends le plus pendant mon enfance, c'est il faut que tu arrêtes de rêver. C'est-à-dire que j'observe la vie, je pense, en sachant déjà que j'ai en moi quelque chose de l'ordre de l'artistique. Je suis très solitaire et plutôt timide. J'écris beaucoup, je crée beaucoup, je dessine très mal, mais je dessine. Et puis j'observe la vie avec une espèce d'ennui quand même, parce que je me dis, ben mince, moi je sens que j'ai quelque chose d'artistique en moi, mais apparemment je suis dans une famille où l'art n'est pas du tout quelque chose qui est pris au sérieux. Donc je me dis, la vie risque d'être très ennuyeuse, parce que si le seul truc qui m'intéresse, c'est-à-dire créer, je peux même pas le faire, je risque de m'ennuyer. Donc l'enfance, c'est plutôt les phases où je crée, c'est formidable. Le reste est assez ennuyeux. Donc j'ai retenu rêveur, ce côté rêveur. Est-ce que c'est indiscret de te demander, parce que tu disais que tu n'as pas baigné dans une famille où l'art était présent, que faisaient tes parents, justement, ta maman et ton papa? Mes parents travaillaient tous les deux dans le commerce. Mon père était cadre dans la métallurgie et puis ma maman était secrétaire dans une grosse entreprise aussi. Donc voilà, des métiers qui, moi, enfant, forcément ne suscitaient pas beaucoup de rêves pour le coup.
Tout à fait. Et du coup, alors, j'ai ta version des faits, donc tu m'as dit rêveur, voilà tout ce que tu as pu nous expliquer, mais les professeurs à l'école, au primaire, au collège, que disaient-ils justement? Ce fameux bulletin de notes, mon cher Eureka, peut mieux faire, assidu, excellent, qui est Eureka sur les bancs d'école? J'étais quasiment toujours premier de ma classe. En fait, Joli. j'ai découvert il y a peu de temps, figure-toi, grâce à ma fiancée qui est orthophoniste, j'ai découvert que je suis ce qu'on appelle un haut potentiel. Mais ça, j'ai découvert il y a 2 ans. Et Waouh. du coup, pendant toute mon enfance, en fait, j'étais premier partout et encore une fois, je m'ennuyais plutôt à l'école parce que je trouvais ça plutôt simple et à la fois plutôt ennuyeux. Donc voilà qui j'étais sur les bancs de l'école. D'accord, donc du coup, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être un test de QI qu'on ne révélera pas, c'est du domaine voilà, privé, mais qui a pu, je pense, expliquer, comme on dit, de façon factuelle, que voilà, l'ennui était là et qu'effectivement, il saisissait peut-être Mm. certaines choses plus vite que d'autres. Pour rester sur le parcours académique, si tu le veux bien, donc collège, lycée, jusqu'au bac, quel a été ton parcours justement globalement, pour nous donner une petite idée à travers justement cette précocité, si on peut dire? Eh bien, comme j'ai toujours été beaucoup plus littéraire que matheux, du coup, j'ai fait un bac L littéraire. Euh, D'accord? Mes parents ont eu très envie que je fasse un bac scientifique, puisque tout le monde disait à l'époque où j'ai passé le bac que la filière scientifique était la filière d'excellence. Oui. J'ai tenu 10 jours en S. Euh, et après, j'ai dit à mes parents et à ma conseillère d'orientation, c'est pas possible, je vais mourir d'ennui si vous me laissez faire des maths et des sciences à longueur de journée. Donc, mettez-moi au moins en L où je pourrais faire des langues et de la philo et du français. Et voilà ce que j'ai fait en termes de bac. Et puis après, comme je caressais toujours secrètement le rêve, j'avais un rêve en fait depuis que j'étais petit, je voulais être scénariste pour le cinéma, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, après le bac, eh bien, j'ai fait une école de cinéma à Lyon pour espérer justement embrasser cette carrière de scénariste. D'accord, on va y revenir justement dans cette formation que tu as pu faire donc à Lyon par rapport au monde justement du cinéma. Mais quand on a des parents justement qui parfois ont des prévisions pour leurs enfants, avec beaucoup de bienveillance bien évidemment, puisqu'ils se projettent, ils veulent voilà qu'ils réussissent tout simplement et qu'ils puissent transmettre des choses. Ils n'ont pas été trop déçus que leur fils leur dise, alors écoutez, scientifique, c'est bien beau. Par contre, la littérature, ça me parle un petit peu plus. Voilà, que ce soit Goethe, que ce soit voilà les grands philosophes, Platon et autres, je me sens un petit peu mieux. Quelle a été leur réaction justement? J'ai des parents merveilleux qui, en tout cas, ont donné le change. S'ils ont été inquiets ou en colère, ils ne l'ont pas montré. Et du coup, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, même si je pense qu'ils étaient, oui, sans doute un petit peu inquiets de ce qui était pour eux une voie, sans doute, qui ne menait pas à grand-chose. Donc, non, Oui, non, je ne peux rien leur reprocher à ce niveau-là. Ils m'ont laissé faire et ils m'ont encouragé en me disant, bah, puisque c'est ton choix, autant qu'on t'encourage et qu'on soit derrière toi. Donc, c'était formidable. eh bien, je salue tous les parents justement pour qui ce n'est pas toujours évident quand un enfant prend un autre chemin qu'ils n'ont peut-être pas imaginé ou à se compter pour cet enfant, que d'encourager son enfant. Je trouve que c'est la plus belle des choses et pour ça, je salue par ce message tes parents tout simplement. Alors, j'aimerais te demander, alors, ok, le bac en poche, tout va bien. Ton premier stage, justement, où a-t-il eu lieu? Ton premier boulot, si je puis dire. Est-ce que tu as tout de suite enchaîné après les études ou est-ce que tu as dû faire tes preuves d'abord par quelques stages pour pouvoir faire tes gammes, comme on dit? Là, la période du premier boulot, ça commençait à devenir très compliqué dans ma tête parce que j'avais toujours la certitude que j'étais un artiste, que je voulais faire ça dans ma vie. Et le monde du travail qui était devant moi n'offrait absolument rien qui ressemblait à ça. Donc j'ai pris peut-être le petit boulot qui ressemble le plus au fait de monter sur une scène. J'étais guide touristique sur Joli. des bateaux-mouches qui traversent le Rhône et la Saône en D'accord. 3 langues. Je faisais la visite en français, en anglais et en allemand. C'était peut-être voilà une première façon de monter sur scène. C'est génial, puisque du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu rêvais donc d'être scénariste aussi, quelque part après l'obtention de ton bac. On revient dessus. Et tu as été intégré, pardon, cette école de cinéma. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est une initiative personnelle? As-tu peut-être un accompagnement, des recommandations, une conseillère d'orientation peut-être qui t'a dit, voilà, essaye de contacter. Comment cela s'est-il déroulé et organisé dans ta tête? Alors, à l'époque où j'ai eu 18 ans, non, quand on voulait faire scénariste de cinéma, la conseillère d'orientation ne nous encourageait pas à suivre cette voie. Donc, ça a été un choix personnel, mais encore une fois, soutenu par mes parents. Je me souviens d'une conversation très émouvante avec mon papa, notamment, où je lui ai dit un soir, en fait, parce qu'il sentait bien que j'étais malheureux et que je ne savais, enfin,
qu'il y avait vraiment un blocage au niveau de l'orientation. Et je me souviens d'un soir où je lui ai dit, en fait, je vais faire de toute façon quelque chose d'artistique de ma vie, parce que sinon je vais être malheureux comme les pierres. Et en fait, j'avais très peur de lui dire ça. Et en fait, il a été merveilleux parce qu'il m'a dit, écoute, je vais te l'avouer très franchement, moi, c'est un choix que je ne comprends pas parce que je ne suis pas du tout fait de la même manière que toi, mais si c'est ton choix, vraiment, on va t'encourager. Et donc, il m'a soutenu dans le fait de m'inscrire dans cette école de cinéma, même si, là encore, je pense qu'il était plutôt très inquiet. C'est incroyable. J'écoutais religieusement ce que tu as dit justement, ton papa. Et certes, j'ai déjà salué tes parents, mais on va encore les saluer parce que je suis admiratif justement de Moi tous ces aussi. parents. Ah, mais complètement, je suis admiratif de tous ces parents, tu sais, Eureka, qui justement, encore une fois, je me répète, parfois se projettent, imaginent certaines choses pour leurs enfants, parfois veulent qu'ils reprennent tout simplement le commerce qu'ils ont tenu à travers différentes générations. Mais il faut aussi parfois, justement, laisser l'enfant s'exprimer. C'est pas toujours évident, et c'est ce qu'ils ont fait. Et en se confiant ainsi, il te livrera la plus belle des choses, un témoignage d'amour en disant, écoute, je ne comprends peut-être pas, mais je vais t'y inscrire. Et ça, je trouve ça juste beau. Donc, bravo, monsieur. Exactement. Bravo, monsieur. Mais justement, l'école de cinéma, tu y es resté pendant combien de temps? Parce que je sais qu'à un moment, le journalisme va frapper à ta porte. On va essayer de faire une passerelle en sociologie, comme on dit. Mais ça s'est passé justement. Comment s'est passé, voilà, la chose entre le cinéma et le journalisme? Alors, je commence cette école de cinéma qui était d'une durée de 2 ans, et puis au fil des mois, je me rends compte que malgré toutes les idées brillantes que je peux avoir en tant que scénariste, eh bien, très bizarrement, tout le monde du cinéma ne se jette pas sur moi pour me demander quelles sont mes idées. Donc, je me dis, effectivement, si je veux manger et remplir mon frigo, il faut quand même que j'ai un plan B. Et figure-toi que pendant cette formation qui se fait en 2 ans, eh bien, il y a l'obligation de trouver un stage dans une structure audiovisuelle au sens le plus large du terme. Et je devais au départ faire mon stage dans une télé, et puis le destin s'en mêle. Quelques jours seulement avant le stage, il y a un couac au niveau des contrats. On me dit, ah ben non, tu peux pas faire ton stage ici. Donc, grosse panique parce que le stage était absolument obligatoire pour valider mes 2 années de scolarité dans cette école. Et Oui, puis, je sais que dans mon quartier, il y a une radio qui s'appelle RCF, ce sont les radios chrétiennes francophones. C'est d'accord. une radio que je n'ai jamais écoutée parce qu'à 18 ans, on n'écoute pas forcément RCF. Et puis, Oui, je me dis, bah, je vais taper à cette porte-là parce que de toute façon, là, j'ai pas d'autre choix que ça. Et puis, je ne sais pas sur qui je vais tomber en poussant la porte. Et en fait, contre toute attente et peut-être contre tous les clichés que je pouvais avoir dans la tête vis-à-vis de cette radio, bah, je tombe sur une équipe hyper jeune, hyper dynamique, hyper moderne, qui me dit, bah, écoute, oui, oui, avec plaisir, si tu es motivé, nous, c'est tout ce qui compte, donc rejoins-nous. Et finalement, je suis rentré dans cette radio par la porte de ce stage obligatoire. Donc, c'est en ce sens que je dis que c'est sans doute un coup de pouce du destin, parce que si j'avais pas eu l'obligation de faire ce stage, je n'aurais jamais frappé à cette porte, sans doute. et qu'est-ce qu'il en ressort justement de cette radio? Quand tu y repenses parfois à t'être opposé, tu es là, tu médites sur tes débuts, tu te dis RCM quand même, voilà, hein. Les débuts, d'avoir poussé cette porte comme tu le dis, voilà, et qu'il t'ait accueilli et d'avoir vu une équipe jeune, je te cite, qu'est-ce qu'il en ressort quand on regarde un peu en arrière? Alors, on va la rendre justice, c'est RCF avec un F comme radio chrétienne francophone. Autant pour Euh, moi, merci beaucoup, oui. je t'en prie. Non, non, là, c'est un deuxième coup de foudre. C'est-à-dire que quand je commence mon stage dans cette radio, je me dis, ah bah tiens, voilà un domaine auquel j'ai pas pensé, Oui. qui est pas 100% artistique, mais bon, si l'art vraiment c'est très compliqué d'en vivre, moi je veux bien faire ça en deuxième choix. C'est ça la pensée immédiate qui est dans mon crâne. Donc c'est plutôt très joyeux comme moment parce que ouais, c'est un vrai coup de foudre pour ce média. Alors ce qui est rigolo, c'est que je rentre par la porte du stage technique. À la base, je devais pousser les boutons. Et puis, en fait, très vite, à la fois moi et puis les gens qui m'emploient se rendent compte que ma place serait plutôt derrière le micro Excellent. que dans la régie. Et du coup, c'est en fait très vite, on me dit, bah écoute, le stage technique, manifestement, c'est pas forcément ton truc. J'ai confirmé très volontiers. Et on m'a dit, par contre, apparemment, ton truc, c'est de parler. Tu parles plutôt bien. Tu parles pas trop vite quand tu te contrôles, tu as une bonne élocution, donc si tu veux, viens faire de l'antenne. Et voilà, c'est comme ça que quelques semaines plus tard, à l'âge de 19 ans, eh bien, je deviens le plus jeune employé à l'époque de l'histoire de cette radio. D'accord, non mais c'est impressionnant. Quand j'entends ça, je me dis, comme quoi, une rencontre, tu as poussé une porte, on t'observe, on réalise qu'effectivement, c'est pas trop ton truc, le domaine technique, mais il voit en toi justement à la fois ton élocution, ton intelligence des mots, du choix des mots que tu emploies. Et c'est ce que j'ai aimé justement dans nos échanges, pour être transparent
vis-à-vis de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai aimé parce que tu donnes du sens aux mots. Les mots, je dis souvent, ont un sens et ont un impact. Et tu fais attention à cela parce que les mots peuvent blesser ou peuvent rester aussi dans le cerveau très longtemps. Ne dit-on pas qu'un élément négatif restera plus longtemps dans le cerveau humain qu'un élément positif? Et je pense que tu as été divinement bien accompagné, divinement pour rendre hommage à RCF, voilà, cette radio française chrétienne, voilà, entre guillemets. Donc, le journalisme, tu vas quand même y rester 14 ans. Je crois que tu as animé à l'époque, entre autres, aussi un magazine d'une heure sur différents sujets de la vie quotidienne, santé, éducation, famille, le droit et autres. Quand tu regardes justement cette carrière dans le journalisme, parce que 14 ans, ce n'est pas rien. J'ai envie de dire 14 ans, voilà, tu mets un enfant au monde, là tu as une adolescente ou un adolescent. J'ai envie de dire, il y a une décennie qui s'écoule. Quelles sont les radios pour lesquelles tu as travaillé, si tu peux en tous les cas les citer, et quelles sont les différentes émissions que tu as justement animées? C'est très simple, je suis resté à RCF de mes 19 ans à mes 33 ans. Donc je ne peux pas faire plus simple, j'ai travaillé Bravo. 14 ans chez eux. Donc vraiment pour le coup, une DRH, elle dirait, on peut miser sur lui, c'est quelqu'un de stable. Exactement. Non, puis on peut compter sur RCF aussi, qui était tout aussi stable que moi, donc moi ça m'allait très très bien. Et du coup, quelle a été ton évolution? Puisque certes, tu es passé derrière le micro, mais est-ce qu'il y a eu une évolution naturelle au niveau des tâches qui t'ont été confiées, des émissions peut-être, la durée des émissions? Oui, j'ai pas commencé tout de suite par animer ce fameux magazine d'une heure en national dans toute la France et la Belgique. D'abord parce que en fait, la radio, comme beaucoup de disciplines, c'est quelque chose qui s'apprend de façon extrêmement lente. En ce qui me concerne, en tout cas, je sais que je n'ai été vraiment bon et professionnel à l'antenne d'une façon que moi je considère aujourd'hui comme acceptable, peut-être qu'au bout de vraiment de 3-4 ans, comme on dit vulgairement, à bouffer du micro, c'est-à-dire vraiment à se faire le cuir quoi, sur le terrain. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a pas tout de suite confié les grosses émissions, c'est parce que j'étais pas brillantissime à mes débuts, même si on sentait que j'avais sans doute une grosse motivation pour le micro. Et puis petit à petit, en effet, bah, c'est pareil, au fil des gens qui sont partis de la radio, de ceux qui sont arrivés, des changements de grille de programme, etc. J'ai accédé effectivement, j'ai terminé en animant 2 des plus grosses émissions de la grille de RCF. Donc c'était une chouette évolution et tout ça s'est fait dans la joie et tout ça s'est fait de façon assez fluide. Ça fait du bien à entendre parce que tu as également du soutien, pardon. Il y a Cœur de Liseron qui dit RCF est une très belle radio, trop peu connue. Merci pour ce témoignage de reconnaissance. Voilà. Et moi, j'embrasse Melchior qui vient de passer dans les commentaires aussi, Absolument. qui travaille aussi à RCF et je l'embrasse très fort. Ce sera l'un de mes témoins de mariage justement le mois prochain. Eh bien, salutations aux témoins à la radio RCF et merci Melchior que d'avoir précisé belle radio. Je n'en doute pas à travers ce que nous raconte justement Eureka. Je me dis effectivement, il fait bon vivre là-bas et ça fait du bien de l'entendre. J'y pense en tous les cas. Quand on a intégré la radio, justement, qu'on y reste 14 ans, quel regard à la famille la première fois ou quand tu rentreras à la maison en disant, eh bien finalement, le domaine technique, c'est pas pour moi, mais je vais faire ma première émission à telle date, à telle heure. Quel a été le regard de tes parents? Ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu réagis? Non, pour le coup, la radio, je pense, leur paraissait quelque chose déjà de beaucoup plus stable qu'une carrière purement artistique. Donc, ils étaient, je Oui. pense, contents de cette stabilité et puis aussi fiers parce que finalement, ils avaient un fiston qui parlait dans le poste de radio et que pour des parents, je pense que c'est plutôt gratifiant. Donc, non, ils l'ont très, très bien accueilli. Il n'y avait pas de remarques ou pas de sourire en coin à ce niveau-là. Quelle est la chose dont tu es le plus fier, justement, à travers ces 14 années à la radio? Ben, vraiment, je pense que si je réécoute mes premières interventions de quand j'avais 19 ans et que je les compare à quand je suis parti de la radio à 33, ce dont je suis le plus heureux, c'est vraiment l'évolution et la façon dont j'ai pu acquérir une aisance au micro. Je dis pas fier, je dis plutôt heureux parce que je suis pas responsable seul de ça. J'ai été très bien formé et très bien épaulé. Mais oui, ça, c'est chouette pour un petit garçon qui était plutôt peut-être timide et qui mourait de peur, par exemple, quand il devait réciter un poème au tableau en classe. Oui, c'était plutôt chouette comme évolution. Si tu avais quelque chose, justement, que tu pouvais peut-être refaire durant cette carrière et que tu ferais peut-être différemment, quelle serait cette chose? Peut-être une émission, un invité, quelque chose que tu as dit peut-être un peu trop vite. Est-ce que tu arrives à identifier quelque chose que tu aimerais peut-être, hop, juste refaire un instant?
Alors comme ça, il n'y a rien qui me vient. J'ai quand même, non, justement, j'ai pour philosophie de me dire que les événements du passé sont, si ça s'est passé de cette façon-là, c'est que ça devait se passer comme ça. Euh, et puis j'ai pas d'exemple qui me viennent, non pas que j'ai fait que des choses formidables pendant ces 14 années, mais très franchement, non, j'ai été plutôt heureux. J'ai l'impression aussi d'avoir plutôt rendu les auditeurs heureux. Donc pour moi, c'était plutôt pas trop mal comme parcours. Voilà. Écoute, c'est parfait, c'est parfait. Alors, la question qui me vient justement, c'est quand on a travaillé autant d'années justement à la radio, donc dans les médias, si aujourd'hui une nouvelle proposition venait justement, voilà, face à toi et qu'on te dit, écoutez, on vous a entendu, on vous a observé, on a compris qu'il y a le concept Eureka dont nous allons parler justement dans l'étape suivante, mais on aimerait vous entendre à nouveau à la radio parce qu'il y a un message qu'on aimerait que vous puissiez justement, voilà, porter. Quel regard aurais-tu sur cette proposition? Et qu'il rajouterait en plus, bien évidemment, vous pourrez parler de musique et de slam, cher monsieur. Alors, si je reformule bien la question, c'est si on me proposait par exemple d'animer une émission de radio qui aurait pour thème des valeurs qui me sont chères ou la musique tout simplement, c'est ça? On peut le dire ainsi, voilà. Ou restons plus Ouais. neutres. On te propose à nouveau de refaire de la radio. Accepterais-tu, oui ou non, et à quelles conditions? Pas de façon pérenne, parce que je considère quand même que la radio est une aventure que j'ai terminée. Ça ne veut pas dire que je pourrais pas m'améliorer si demain je retournais derrière un micro, mais ça veut simplement dire que je pense que j'ai fait le tour de tous les bonheurs et de toutes les joies que la radio pouvait offrir. Et Oui. que en fait, l'aventure musicale qui est devant moi m'excite tellement plus que non, je déclinerais sans trop de mal. Si c'était quelque chose, en tout cas, qui devait remplacer la musique ou qui devait me prendre du temps, beaucoup de temps sur la musique, ce serait non. Merci pour ton honnêteté. Quand on parle radio, souvent on parle de télévision. Est-ce que durant ces 14 années, tu as parfois pensé à la télévision, pouvoir justement porter ce même message à la télé? Est-ce que ça t'est passé par l'esprit ou jamais, au contraire? Non, la radio, ça me va très bien. Non, la radio est un média que je préfère à la télé parce que je trouve qu'il y a quelque chose de plus magique justement au fait de ne pas avoir l'image et d'être simplement présent dans les oreilles des gens. Nous, à la RCF, on avait des super témoignages de gens qui nous disaient, ben voilà, je m'endors avec votre voix. Et, pas forcément à moi, hein, mais aux gens en Oui. général de RCF, voilà, c'est une radio que j'écoute avec mes écouteurs avant de m'endormir, etc., ou dans la voiture. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de plus intime et je pense que la radio est un média que je préfère à la télé assez nettement. Assez nettement, je valide, aucun problème. Alors du coup, petite transition. On va parler de reconversion justement, puisqu'on a bien compris, donc depuis ce bac L, en passant par la radio, donc RCF, bien évidemment l'école de cinéma que je n'oublie pas, ces deux en formation et ce stage. Un clin d'œil à Isabelle, Bruna et Marcine qui nous ont rejoints également. Mais un jour le slam justement, parce que des hauts mais aussi des bas, la vie nous réserve effectivement bien des surprises, pas toujours agréables. Et c'est suite à l'une de ces déceptions de la vie que tu vas justement entreprendre un virage radical en quittant ton métier de journaliste et devenir ce que tu es réellement, dans le fond, un amoureux des mots, des textes pour guérir, consoler, faire sourire ou tout simplement pour s'évader. Je parle du slam. Qui est Eureka? Qu'est-ce que le concept Eureka? Parle-t-on d'une marque, d'une entreprise? Je veux tout savoir et je pense que c'est la question voilà, qui m'a été posée en privé tout à l'heure d'ailleurs par Isabelle qui nous a rejoint. Alors, je vais peut-être déjà expliquer ce que c'est que le slam, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens pour qui ce n'était pas forcément une évidence, même si ça a été très popularisé comme genre musical grâce notamment à Grand Corps Malade, par exemple. Mais en Oui, quelques mots, voilà, le slam, c'est le fait de poser de la poésie sur de la musique. En fait, moi, j'ai coutume de dire que le slam, c'est une forme de poésie, mais c'est pas une poésie qui est faite pour être lue ou écrite dans un livre. En fait, c'est une poésie qui est plutôt faite pour être dite et pour être entendue. Et en fait, c'est une forme de poésie où justement, eh bien, on va s'attacher à faire ressortir tout ce qui va être de l'ordre vraiment des rimes, des jeux sur le rythme, sur les syllabes, voilà, sur les consonances des mots. Voilà, donc pour cette petite mise au point de ce qu'est le slam. Et alors, oui. Eureka, c'est tout simplement mon pseudo, c'est tout simplement mon nom d'artiste que j'ai choisi parce que lorsque j'écris des textes de slam, eh bien, chacun de mes textes obéit à un concept assez particulier. Je ne sais pas si tu te souviens, David, d'un film qui s'appelait Sixième Sens avec Bruce Willis et puis un petit garçon qui disait « Je vois des gens qui sont morts », ça te parle? Absolument.
Je l'ai vu il n'y a pas très Alors, longtemps. Le confinement oblige, j'ai revu les classiques. voilà, bah, c'est bien. Ça a au moins cette vertu-là. En Exactement. fait, souvent, je cite ce film parce que c'est un film qui est célèbre pour la façon dont il se termine. C'est un film qui se termine par ce qu'on appelle en cinéma un twist, c'est-à-dire en fait un retournement de situation qui fait qu'une fois que vous avez vu ce film une première fois, eh bien, vous pouvez ensuite le revoir une seconde fois et tout comprendre de façon différente parce que vous savez la façon dont il se termine. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de placer justement un twist, un retournement de situation que j'espère surprenant à la fin de chacun de mes titres. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme titre de mon premier album, comme tu le disais tout à l'heure, Le meilleur pour la fin, puisque c'est en général à la fin du morceau que tout le reste du morceau prend son véritable sens. Excellent. Et tu as donc été formé, de ce que j'ai vu dans ta bio, par un professionnel du secteur musical pendant plus de 2 mois à peu près. Et tu as donc mis tout ceci en pratique, quelque part, les codes de l'industrie du disque, pendant pratiquement 10 mois. Comment s'est effectuée cette rencontre avec cette personne, justement, pour permettre au rayonnement de ton activité et de lui offrir une pérennité? Alors, je vais peut-être raconter déjà la transition peut-être entre la radio et le slam, parce que je sais que tu Oui, as eu la pudeur de ne pas m'interroger dessus, mais aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai fait vraiment le deuil. voilà, j'ai parlé des aléas de la vie, des déceptions, voilà, pour Voilà, être élégant et pas te gêner en tous les cas. c'est hyper délicat, j'apprécie beaucoup, mais j'aime bien raconter et vraiment sans emphase et sans en faire des caisses, mais juste parce que c'est aussi un petit peu au cœur du message que j'aime bien porter. Mais Oui, en fait, cette transition, elle s'est faite de la façon suivante, c'est que d'une part, lors de mon travail à la radio, sur les dernières années, le temps, malgré tout, commençait à me sembler long parce que je cultivais toujours ce rêve d'avoir un métier artistique. Et puis, de plus en plus, le matin, je me disais, bah, quand même, un jour, il faudra que voilà, que j'honore cette espèce de flamme que j'ai en moi. Et puis, en fait, les années passaient et puis rien ne se produisait. Et donc, bah, je commençais malgré tout vraiment à me réintéresser à l'écriture, à écrire des textes de slam. Je participais à ce qu'on appelle des scènes ouvertes de slam à Lyon, c'est-à-dire des endroits où on peut venir sur une scène devant un public bienveillant et puis déclamer un texte de façon tout à fait libre, gratuite et voilà, pour le plaisir. Et puis à chaque fois, j'avais des super retours de gens qui me disaient, mais tu écris plutôt bien, manifestement, tu as un talent pour ça, c'est dommage que tu n'en fasses rien. Et puis, bah, j'ai été, je pense, justement, très, très bloqué par ce qu'on pourrait appeler des croyances limitantes que mes oui, parents, peut-être malgré eux et avec tout leur amour, m'avaient mis dans la tête, qui était de dire, bah voilà, artiste, c'est pas un vrai métier et on ne peut pas en vivre. Et puis, en fait, ce qui une s'est passé, pensée pour Toltec. Une pensée pardon, pour Toltec. Quand tu dis les croyances limitantes, je pense aux accords absolument, Toltec. Voilà, mais voilà. complètement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc, bah, j'étais à l'époque très très amoureux d'une fille, et cette fille est partie du jour au lendemain. Et du coup, moi, j'étais absolument persuadé à l'époque que c'était la femme de ma vie. Donc, ça a vraiment été un bouleversement émotionnel. Et en fait, pendant quelques semaines après son départ, je me suis retrouvé dans une situation où finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était comme si finalement la vie n'avait plus beaucoup de sens du fait que cette fille était partie. Et donc, finalement, cette fameuse précaution qui avait consisté à garder mon emploi stable, bien au chaud et à ne pas m'écouter, à ne pas réaliser mes rêves, eh bien, en fait, ça ne servait plus à grand-chose puisque j'avais l'impression que finalement, toute la vie ne rimait plus à grand-chose. Donc, en fait, pour la première fois, pour le dire de façon plus claire, je pouvais m'autoriser à prendre un risque et à risquer cet emploi puisqu'à mon sens, déjà, finalement, ma vie était, pour ainsi dire, fichue. Ça, c'était ce que je pensais quand j'étais au plus bas. Et puis, en fait, ça a été une chance extraordinaire qui m'a été donnée parce que ben, en fait, ça m'a libéré d'un coup justement de toutes ces limites. Je me suis lancé dans la musique à corps perdu et donc c'est là que je me suis pris cette formation, bah, tout simplement en fait que j'ai trouvé sur Internet sous forme de webinaire pour répondre à ta question. D'accord. Et en fait ça a été absolument fulgurant parce que si tu veux, au bout de 3 mois, j'avais déjà remporté un prix musical. Au bout de 6 mois, je générais une économie qui était quasiment équivalente à mon salaire à la radio. Et puis au bout d'un an et demi, je gagnais 2 ou 3 fois ce que je gagnais à la radio. Donc là, j'ai eu une grosse pensée après coup en me disant, mais mince, si cette fille n'était pas partie, je n'aurais jamais finalement brisé cette croyance et je ne me serais pas réalisé et j'aurais pu encore rester bien longtemps dans cette croyance limitante-là. Donc c'est pour ça que je t'en parle vraiment avec le sourire, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai transformé. Et puis voilà, encore une fois, je me marie le mois prochain et je suis le plus heureux des futurs mariés. Mais en tout cas, c'est un message que, si j'ai un message à passer à ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, c'est que, à mon avis,
quoi qu'on se prenne comme grosse claque dans la figure, dans la vie, il est toujours possible de transformer ça et d'en faire quelque chose de plutôt joli. C'est un beau témoignage parce que je crois très fort justement que pas mal d'entre nous, nous avons, oui, effectivement, dû faire face à ces croyances limitantes sans parfois les identifier. J'ai eu, dans ma courte carrière, j'ai envie de dire, l'occasion de manager parfois des personnes, mon cher Eureka, et c'est vrai que quand j'entendais à peine avoir demandé une tâche en expliquant, en étant pédagogue, ah, je n'en suis pas capable, ah, ce n'est pas pour moi, ah, ça me ressemble pas, ah, on m'a dit que. Et quand je disais, ben, je pense que vous êtes capable, et regardez de façon factuelle, vous m'avez prouvé durant l'étape A plus B que nous pouvions arriver, en étant pragmatique, à l'étape C. Ah oui, je ne pensais pas, vous en êtes capable, et je vous fais confiance en plus. Donc voilà. Et encore une chose, à la fin, petite idée, je leur disais, faites-moi un petit débrief sur comment vous vous y êtes pris, parce que je vois que vous êtes pragmatique, que vous fonctionnez différemment, et que vous et moi, nous arrivons à nous rendre à ce fameux point D. J'aimerais échanger avec vous pour apprendre de vous. Et quand je leur disais apprendre de vous, ils me disaient, mais monsieur, c'est vous le manager? Oui, mais on ne sait pas tout. Et parce que, tu sais pourquoi Eureka? J'ai toujours recruté des gens qui savaient ou qui maîtrisaient des choses que je ne maîtrisais pas. Parce que, pour moi, c'est la somme des talents qui permettent justement d'élever un groupe, une entité, une entreprise. Et donc, quand tu dis croyance limitante, je voulais te livrer ce témoignage personnel. Je suis convaincu que nous pouvons, toi et moi, par les mots, par un geste, un regard, des sens, aider et élever beaucoup de personnes. Voilà, c'était juste un message personnel. Je suis Est-ce qu'à un moment, 100% d'accord. merci à toi. Est-ce qu'à un moment, tu as douté justement dans cette transition? On a bien compris qu'il y a eu cette déception amoureuse qui a provoqué des choses, qui t'a sorti aussi de ta zone peut-être de confort à l'époque. Mais est-ce qu'il y a des doutes qui s'installent, des questions qui arrivent, des sous-questions? Est-ce qu'on revoit les enjeux, les livrables par rapport au projet? On se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être on ne veut pas retourner chez les parents un instant pour souffler? Il se passe quoi à ce moment dans la tête? Alors, en fait, pour être très clair, l'immense chance que j'ai eue de m'engager dans le milieu artistique qui est le mien d'une façon aussi apocalyptique qu'une rupture amoureuse qui était vraiment quelque chose qui m'a mis à plat et qui m'a miné pendant plusieurs semaines, c'est que le cerveau était complètement déconnecté de toutes ces questions-là. C'est-à-dire que justement, tout ce que tu viens de citer, ce sont des questions que moi, je me posais avant quand on me faisait entrevoir la possibilité que, bah, comme j'avais du talent, ce serait peut-être intelligent de tenter ma chance dans ce milieu. Là, voilà les obstacles que je mettais en avant en disant non mais tu te rends pas compte, c'est impossible, il faut avoir du réseau, je connais personne, ça doit être incroyablement difficile. Là d'un coup en fait si tu veux, finalement, c'était la seule chose qui me donnait encore envie de vivre. C'était, il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose de très chouette dans la musique, parce que, en fait, la pensée qui était derrière, c'était, je ne veux pas que cette immense souffrance soit arrivée pour rien. Et ça, c'était la clé de tout. C'était, je ne veux pas avoir vécu ce cauchemar pour rien, je veux en faire quelque chose absolument. Et en fait, donc du coup, il n'y avait plus de réflexion peut-être intellectualisé à ce niveau-là, il y avait juste une urgence de réussir. Et en fait, c'est ce que je dis maintenant, quand on me dit avec le recul justement quels sont les obstacles que vous avez traversés, j'ai dit franchement, il y a sans doute eu des obstacles, mais je les ai simplement vus pas comme des obstacles, mais juste comme des légers ralentissements en me disant ah tiens là c'est un peu difficile, ben, on va passer sur le côté alors si c'est difficile puis on va s'en sortir comme ça parce que il y avait une espèce, comme je disais souvent, j'avais la mort aux trousses quoi. C'était ma seule façon de m'en sortir entre guillemets vivant. Et il faut savoir que voilà, je me faisais des journées de boulot de 10 heures, je rentrais chez moi, je pleurais encore 2 heures, enfin c'était vraiment apocalyptique. Et ouais, c'est sans doute la chance que j'ai eue. Il n'y avait plus de questions, il y avait juste une urgence de réussir quoi. Plus de 10 heures quand même, c'est intense parce que je crois avoir découvert qu'il y a quand même eu 2 malaises durant toute cette période. Donc c'est dire que voilà, manger, dormir, ça paraît évident, mais pas si évident quand on est, j'allais dire, hanté, obsédé par quelque chose justement. Mais tu es très bien renseigné. Je ne sais pas où tu as eu cette info, mais félicitations parce qu'en effet, 2 fois, j'étais tellement à faire ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire uniquement me concentrer sur le lancement de mon projet musical et puis manger et dormir. Je n'avais pas de week-end, je ne prenais pas de soirée. La seule journée de l'année 2015 et 2016 où j'ai dû m'arrêter, c'était pour Noël. Et encore, j'ai dû m'arrêter une demi-journée. Oui. Et en effet, par 2 fois, je me suis retrouvé à tomber dans les pommes dans mon appart, où j'étais tout seul du coup à l'époque, parce que en effet, je ne prenais pas le temps de me reposer. Donc c'est pas bien. Il faut pas le faire quand on lance un projet. Il faut prendre le temps pour se reposer. Mais c'est pour illustrer effectivement cette urgence qui était la mienne, quoi. Avant de te lire ce message de Muriel Gerlach, qui est un très beau message, je pense aussi qu'il y a une belle étoile, mon cher Eureka, qui veille sur toi. Alors chacun y verra peut-être un aspect spirituel ou autre.
mais ce ne sont que mes mots et je pense qu'il y a une belle étoile qui t'accompagne. Muriel a dit, je cite, je ressens de la lucidité en vous, de l'honnêteté, de la modestie et beaucoup de rigueur dans tout ce que vous exercez. Gage d'une belle et heureuse réussite dans votre art, je vous le souhaite. Oh, bah, c'est adorable. Merci beaucoup, Muriel. Merci, merci. Ouais, alors c'est rigolo parce que sur le terme de rigueur qu'emploie Muriel, je pense que souvent on me dit, tiens, quel conseil tu donnerais à un artiste qui veut se lancer? Oui, Et je pense qu'en fait aussi, ce qui m'a permis d'avancer assez vite, et ce qui permet, je pense, aux artistes qui avancent vite, d'avancer vite, c'est qu'ils sont à la fois des créatifs et à la fois très rigoureux. Et je pense que c'est un secteur professionnel où il faut justement avoir les deux presque à 50-50, avoir peut-être une moitié de son âme qui soit quand même voilà, artiste, inspirée, créatrice, et puis peut-être une autre moitié qui soit aussi dans quelque chose de très rigoureux. Il y a plein d'artistes qui, et vraiment c'est un message que j'essaie de transmettre au maximum aux artistes qui viennent me demander des conseils, je leur dis souvent, vous pouvez avoir tout le talent du monde. Si vous arrivez en retard à vos rendez-vous et que vous plantez vos balances d'un concert ou je ne sais quoi, les gens ne voudront pas travailler avec vous. Ils prendront oui. quelqu'un qui est moins créatif, moins talentueux, mais plus rigoureux. Donc voilà, c'est juste ce que ça m'inspire. Et merci à Muriel pour ce très gentil message. Encore merci Muriel pour ce beau témoignage et ça fait du bien. Quand je parle de respect, de bienveillance, d'écoute, de partage, on y est justement. Je pense qu'elle a été touchée au cœur et ça c'est très important. Et si on parlait d'Eureka, on a bien compris que c'est le pseudo justement d'artiste, voilà, qui est une personne qui est devant nous, voilà, Eureka ici présent. La marque, le concept, son histoire, est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais me taire et je vais te laisser justement présenter Eureka à celui qui peut-être verra cette interview ou qui écoute. Qu'est-ce qu'Eureka? Bah, Eureka, je crois avoir déjà pas mal répondu, donc c'est mon pseudo et ça renvoie à Eureka, le fait de dire j'ai trouvé en grec, puisque c'est ce que signifie ce pseudonyme, et bien ça renvoie justement à ce fameux concept que je t'expliquais tout à l'heure, celui de placer un retournement de situation inattendu à la fin de chacun de mes textes, à la fin de chacune de mes chansons. Et en fait, c'est Oui. simplement l'idée que les gens puissent se dire bah, j'ai trouvé, s'ils arrivent à deviner quelle va être la chute du morceau avant que celle-ci ne soit prononcée. Donc j'ai la chance aujourd'hui, effectivement, d'avoir sorti un premier album qui s'appelle Le meilleur pour la fin. Tout à La fait. réédition la réédition de cet album devait sortir pendant le confinement, du coup elle a été décalée. Et puis j'ai la chance également d'avoir signé tout récemment avec la plus grosse boîte de France pour les musiques urbaines, puisque le slam fait partie de ce qu'on appelle les musiques urbaines. Et donc je prépare deux gros concerts, l'un au Café de la Danse à Paris, l'autre au Transborder à Lyon. Donc tout ça se fera du coup courant 2021 et non pas fin 2020 comme prévu, mais là encore c'est bien, ça permettra de se préparer au mieux et c'est une excellente chose. Voilà. C'est parfait. Ben, merci. Effectivement, je n'ai pas précisé un peu plus en détail ma question, mais l'idée, c'était justement de comprendre. Eureka, on a compris le pourquoi, l'idée, le concept, mais de dire également que Eureka est une société que l'on peut contacter parce que tu as mené différentes actions. J'ai pu le voir, que ce soit dans les prisons, dans les sociétés. C'est là où je voulais en venir justement. On peut te Pardon, alors solliciter pour acheter le produit quelque part. Eureka n'est pas le nom d'une société. Moi, j'ai un label que j'ai astucieusement nommé J'ai trouvé production, en référence D'accord. justement à Ah, Eureka. d'accord. Eureka n'est ni une marque ni une société, c'est vraiment juste mon solo d'artiste. Par contre, merci beaucoup de ce que tu viens de dire, parce que j'en ai pas parlé. Mais en effet, c'est aussi une réponse aux gens qui disent oh là là, comment est-ce qu'on fait pour vivre de la musique? Eh ben, on est inventif, on se débrouille et on essaye d'amener la musique aussi, pas seulement dans les salles de concert, mais Oui. aussi dans tous les endroits où on peut avoir envie d'un peu justement de poésie et d'un peu de musique. Donc effectivement, si tu vas sur mon site internet qui s'appelle eureka-officiel.com, eh bien tu constateras effectivement que je fais des ateliers d'écriture dans plein d'endroits pour faire découvrir le slam dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des médiathèques, dans des prisons, dans des maisons de retraite, partout où on peut avoir envie. Je vais même chez les gens, chez les particuliers s'ils le souhaitent pour animer des ateliers partout en France. Et puis, je fais aussi beaucoup d'interventions en entreprise. Je fais aussi beaucoup de concerts en entreprise parce que j'évoque dans mes textes on va dire des thématiques qui quand même ont beaucoup, de par mon histoire, liées au fait de la joie d'entreprendre, de construire, de bâtir, etc. Et puis je fais pas mal de prestations. Je crée des slams sur commande pour des associations, par exemple, qui ont besoin de communication. Je propose aussi, tu sais, des synthèses slamées, par exemple, d'une conférence ou d'une assemblée générale. Oui. Voilà. Donc il y a plein de manières de décliner la musique.
Et voilà, je pense que c'est gentiment ce que tu voulais m'inviter à dire, donc je te remercie et voilà, ça permet de le dire également. Exactement, je trouve que c'est une belle démarche, ce ne sont que mes mots, mais ça m'a touché en tous les cas quand j'ai vu cette bio et surtout ce témoignage d'aller à la rencontre justement, ben, tu l'as dit, d'une entité, des entreprises, des personnes, l'humain en fait, l'humain, remettre l'humain au cœur justement, donner du sens au contact, au rapport justement envers les uns et les autres. Et tu disais justement que tu as sorti ton premier album intitulé Le meilleur pour la fin, sorti le 31 octobre 2016 qui s'est vendu quand même à 1000 exemplaires, je tiens à le préciser, en 6 mois et sans aucun réseau de distribution. Voilà pourquoi précédemment je parlais justement de bonnes étoiles qui justement veillent et accompagnent ton projet. Tout à fait, mais je suis d'accord avec toi, je ne me plains de rien, tout va bien. À quoi pensais-tu justement en écrivant, en composant, peut-être dirons-nous, cet album? Est-ce que tu te souviens un peu, voilà, des brides de pensée, de choses qui t'ont traversé dans l'écriture, dans la composition? Car tu es auteur et interprète, je le rappelle. Je suis auteur et interprète, ça veut dire que j'écris le texte, que c'est moi qui le slame. Par contre, je ne compose pas les mélodies qui accompagnent mes textes. Ça, je le délègue à des gens qui ont plus de talent que moi pour le faire. Et pour répondre à ta question, mon souci principal, c'est de faire un slam qui s'adresse absolument à tout le monde et qui donc, par définition, n'aborde que des thèmes les plus universels possibles. Souvent, le slam peut avoir cette réputation de ne s'adresser qu'à des jeunes ou qu'à des garçons ou de n'être que quelque chose de, comment dirais-je, de revendicatif, de politique. Je ne dis pas du tout que tous les slammeurs rentrent dans ce gros cliché que je viens de te faire, mais par contre, c'est un cliché que les gens qui connaissent mal le slam peuvent avoir. Et donc, l'idée, c'est vraiment de m'emparer des sujets les plus universels et que tout un chacun qui puisse écouter mes textes puisse s'y retrouver dedans, qu'il soit jeune, vieux, blanc, noir, de gauche, de droite, français, étranger, peu importe. Et ma grande fierté, justement, c'est que dans mes concerts, il y a absolument tout le monde. Il y a des gars en cravate, il y a des mamans, il y a des familles, il y a des personnes âgées aussi beaucoup. Et la première question que je pose en concert à chaque fois, c'est lever la main les gens qui n'auraient jamais pensé de leur vie mettre les pieds dans un concert de slam. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a toujours plein de gens qui lèvent la main. Donc j'ai tendance à dire que je fais du slam pour ceux qui n'aiment pas le slam. Ou en tout cas qui peuvent ne pas apprécier ça d'habitude, on va le dire comme ça. Est-ce que tu as rencontré pardon, Eureka, des difficultés dans la réalisation justement de cet album? Je rappelle qu'il s'est fait sans aucun réseau de distribution, alors au-delà effectivement des partenariats et autres, mais je pense peut-être pour trouver le compositeur, les personnes qui vont justement te permettre de réaliser celui-ci, le support, la maquette, l'ingé son. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on est seul justement sur un projet comme celui-ci? Écoute, tu parlais de Bonne Étoile. J'ai la chance d'avoir pas trop galéré. J'ai trouvé mon compositeur rapidement, mon réalisateur rapidement. En fait, je pense qu'il y a une façon de prendre les choses dans la vie qui est de se dire et si je partais du principe que tout arrive pour mon plus grand bien? C'est-à-dire que et si je partais du principe que finalement la vie va me mettre sur mon chemin les bonnes personnes? Alors, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas si cette pensée-là est vraie ou pas. Mais le fait de le penser, m'aide, je trouve, à justement, quand une difficulté se présente devant moi, plutôt que de la lire avec des lunettes négatives en disant ça c'est un obstacle et ça va être une galère, et bien plutôt de prendre ces lunettes et de me dire tiens, et si ça c'était une opportunité? Et en fait, c'est vraiment un truc que j'invite le plus de gens possible à tester, mais même, c'est très bête, hein, sortez dans la rue. Promenez-vous et partez du principe que tout autour de vous arrive pour votre plus grand bien. Vous allez voir que chacun de vos pas va être très différent de oh là là, où est-ce que je vais? Attention, non, tout est parfait et maintenant je vais découvrir à quel point c'est parfait. Bah, en fait, je pense que j'ai réalisé cet album et puis que j'ai monté cette entreprise aussi dans cet esprit-là et je peux vous jurer que ça change tout. Parce qu'encore une fois, que cette croyance soit que dans ma tête ou qu'il y ait une part de vrai sur le plan spirituel, en tout cas, c'est très très facilitant. Quand j'entends ça, tu me fais penser à cette fameuse citation, j'en suis navré, je n'en ai plus l'auteur, qui dit certains trouveront des problèmes à chaque solution et d'autres trouveront des solutions à chaque problème. Et c'est vrai Absolument. que je trouve que tu es comme un coureur du 110 mètres haies qui sait que pour franchir la ligne d'arrivée, il y aura différents obstacles. Certaines haies vont tomber, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Et c'est ce que je retiens justement de ton parcours, de ton histoire, de l'homme, l'entité que tu es devant moi. J'aimerais te demander justement un message peut-être à celui qui n'ose pas, qui se cherche encore, qui certes a entendu tout ce que tu as raconté ou qui va entendre ce que tu as raconté.
et qui peut se dire, oui, bon, ok, bonne étoile, il a ouvert, enfin, poussé une porte, on lui a dit, asseyez-vous, ah, vous parlez bien à un micro, parce que c'est vrai qu'on vit avec les réseaux sociaux dans une période où on fait très facilement des raccourcis et où l'on pense que, voilà, parce qu'il est habillé de telle façon, il a réussi, il parle de telle façon, il a réussi, mais il y a un cheminement à tout ça. Moi qui suis dans un coin assis, dans mon studio, qui écoute ça et qui peut-être me dit, comment vais-je faire? Que me dirais-tu? Alors, c'est quelque chose parce qu'il y a une dernière justement partie de mon activité que je n'ai pas pensé à citer tout à l'heure, mais je le fais maintenant. S'il y a des profs qui nous écoutent, et je vais répondre à ta question dans la foulée, Avec plaisir. justement, je vais régulièrement dans des collèges, dans des lycées, donner des petites conférences slamées qui reposent justement sur mon témoignage, sur comment j'ai réussi cette reconversion. Merci Et pour les justement, lycéens, merci pour les lycéens. Voilà. voilà, et justement, l'un des aspects que je soulève avec eux, c'est d'une part comment croire à son rêve quand on en a un, mais souvent c'est aussi comment trouver sa voie, parce qu'il y a plein de gamins à qui on demande de s'orienter et qui Oui, en fait n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et moi, je leur dis deux choses. Je leur dis, euh, le plus important, déjà, c'est de ne pas vous mettre la pression, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ma voie à 33 ans, donc détendez-vous, si vous en avez 18 ou 19, tout va bien, vous avez du temps. La deuxième chose, c'est pour trouver ce qui vous fait vibrer, demandez-vous qu'est-ce qui, alors que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, par exemple, de vous mettre à vos devoirs, que on vous dit pour la troisième fois de finir votre travail pour demain et que vous êtes à vous traîner, à traînasser, à squatter les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur la console, etc. oui. Qu'est-ce qui, là, d'un seul coup, quelle perspective pourrait vous faire vous redresser, vous sentir à nouveau plein d'énergie et vous animer au plus profond de vous-même? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Ou alors, quand vous êtes très fatigué, quel est le sujet de conversation si on vous lance dessus, d'un coup, vous n'êtes plus du tout fatigué, ça, même nous, en tant qu'adultes, hein, des fins de soirée où on dort, et d'un coup, on nous Oui, branche sur le sujet, et là, on se redresse et on a la patate. Et ben, moi, je exactement. pense que c'est exactement ça qui est important. C'est, en fait, vous le savez. En fait, vous le savez ce que vous avez envie de faire dans la vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous le savez, mais vous n'avez pas encore réalisé que ça pouvait vraiment devenir pour vous un travail, une source de revenus ou tout simplement une source d'épanouissement parce que vous êtes sans doute entouré de gens qui vous disent c'est pas un vrai métier ou ça n'a pas de sens, etc. Mais en fait, vous savez ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? La joie, c'est le critère absolu pour savoir pourquoi on est ici, pourquoi on est sur cette terre. Faites ce qui vous rend joyeux. Faites-en votre métier, faites-en votre passion, montez des choses avec cette passion-là. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile parce que vous l'avez dans le ventre. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller sur une voie qu'on vous indique en disant hey, va voir là, il y a du travail. Et c'est un truc qui va pas vous inspirer. Et au bout de 2 semaines, vous allez abandonner. Donc, en fait, vous avez la réponse en vous, mais autorisez-vous à vous écouter vous avant d'écouter les autres. Voilà ce que je dirais. Je suis conquis, séduit et j'aime encore une fois ce que tu viens de nous livrer. Et ce n'est que mon ressenti. C'est vrai, Eureka, je disais dernièrement lors d'une libre antenne à une jeune demoiselle qui m'a posé la question, je n'ose pas, comment vais-je faire? Je lui ai répondu, n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bien dans ce que vous faites pour entamer quelque chose. Vous voulez écrire, papier, stylo. Vous voulez chanter, chantez. Marchez, marchez. Courez, allez-y. Et vous pourrez dire, je l'ai fait pendant 5 secondes, voilà ce que ça m'a provoqué. Donc, merci beaucoup, Eureka. Tu veux rajouter quelque chose, pardon? Oui, juste rebondir en une phrase sur ce que tu viens de dire, et je souscris à 2000%. L'erreur qu'on fait tous, surtout quand on est jeune, c'est qu'on attend que les autres nous valident pour Oui, oser être nous-mêmes. On attend qu'on nous dise ah, t'es merveilleux pour enfin se sentir bien. oui, Sachez que la vie fonctionne exactement de la façon inverse. Si vous décidez que vous avez de la valeur, les autres vont vous considérer comme quelqu'un qui a de la valeur. Donc c'est vous qui choisissez, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que en fait ça se passe à l'intérieur. C'est vous qui choisissez que vous avez de la valeur, que vous faites un truc qui défonce, et quand vous allez commencer à entreprendre et à vibrer de cette joie-là, les autres ne pourront que dire mais cette fille ou ce gars-là, il est merveilleux, regarde ce qu'il accomplit. Voilà. c'est la plus belle des choses. Et j'aimerais te lire un commentaire de Aïe Mamama et Mamama. Voilà, je pense avoir bien prononcé. J'ai 26 ans, j'étais prof d'espagnol et j'ai trouvé ma voie, la musique. Vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie. Voilà, tout Parfait. simplement. Bravo. J'ai envie Excellent. de rajouter également, il y a une phrase d'ailleurs, tu as dû l'entendre bien évidemment, qui dit enfant, quand on est plus jeune, on rêve sa vie, mais une fois adulte, on est censé vivre ses rêves. Donc je pense que c'est à nous de jouer justement. On y va, on se relève.
tête haute, debout camarades. Certains disaient à l'époque, je vous ai compris. Donc, on va nous-mêmes nous comprendre déjà, se comprendre, entre guillemets, se lever et y aller. Et puis, un dernier truc, c'est, je vous assure que c'est possible, vraiment. Moi, vous m'auriez dit il y a 5 ans, tu vas vivre de la musique, tu vas monter une boîte, tu vas faire des concerts dans toute la France, tu vas jouer dans 2 des plus grosses salles de spectacle de France. Je vous jure que je ne l'aurais pas cru. Mais si je regarde le parcours que j'ai fait pendant ces 5 ans, franchement, il n'y avait rien de compliqué. Il y avait juste y croire et savoir que c'était possible. Mais après, c'était juste des actions à accomplir les unes après les autres, qui étaient parfois longues, parfois pénibles, parfois coûteuses, parfois fatigantes, mais il n'y avait rien de difficile. Je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est vraiment, c'est possible, quoi. Voilà. Moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, tu me fais penser à une citation de Nelson Mandela qui dit, il dit, je ne perds jamais. Dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Avec toi, Eureka, j'ai appris aujourd'hui. Tu m'as redonné une définition, un sens, un but justement que de continuer ce que j'ai commencé il y a 3 mois. Merci pour ton temps, pour ta patience, ton écoute et ta bienveillance, car je souhaite être transparent avec celles et ceux qui sont là. Lorsque nous avons échangé, tu as toujours eu un mot d'encouragement et tu t'es intéressé à savoir qui j'étais, pourquoi je le faisais, justement, dans quel but. Et nous avons travaillé justement ensemble ce projet. Tu m'as donné quelques pistes, tu m'as orienté parfois. Et pour ça, je te dis merci. Merci également de nous permettre de comprendre que la vie, c'est aussi se renouveler et se réinventer en permanence. Tel un phénix, voilà. On ne va pas se consumer. Les cendres, oui, les cendres, ce ne sont pas que la mort, c'est aussi la renaissance. C'est ma vision en tous les cas. Et à toi, je dis bravo et merci également à tes parents parce que grâce à eux, tu es devant moi et ça permet justement de se dire que ben, la vie, en fait, elle est plutôt belle, cette vie. Tout à fait. Merci beaucoup à toi pour la façon dont tu mènes tes interviews avec beaucoup de profondeur et de légèreté à la fois. C'est très agréable, vraiment très agréable. Merci beaucoup. Il y a Muriel qui rajoute, j'adore vos valeurs, Eureka, et ravi de vous découvrir. Interview incroyable et constructive. Merci à vous deux. Oh mon Dieu, Muriel, merci beaucoup. Ça a du sens pour moi, c'est très important. Dernière invitation pour celles et ceux qui peut-être ont envie d'écouter ce que je fais. J'ai juste une invitation à leur lancer. Vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement le mystère de la chambre rose et vous essayez de deviner comment l'histoire va se terminer avant que la chute n'arrive. Le mystère de la chambre rose et je vous laisse deviner comment ça va se terminer. D'accord. Donc, on tape le mystère de la chambre rose sur YouTube. On rajoute Eureka ou pas? Ou On ça peut tombe rajouter Eureka, mais normalement on tombe sur le clip tout de suite. Et Parfait. essayez de trouver quelle va être la fin de l'histoire avant qu'elle ne vous soit révélée dans le clip. Eh bien, le défi est lancé à celles et ceux qui souhaitent le relever, justement. Et pourquoi pas mettre cela en story, voilà, à celles et ceux qui nous ont suivis, et de taguer notre cher Eureka, afin pour justement faire un effet boule de neige et partager ça aux uns et aux autres. Voilà. Donc, direction YouTube. Merci beaucoup. Prends soin de Merci. toi. Et comme je l'ai dit à chaque invité, prudence et santé, et vive les mariés. Merci. À très bientôt. Merci à tout le monde. À Au très revoir. vite.